Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une folle semaine pour les marchés, pour les investisseurs, avec un flux de nouvelles qui aura été particulièrement intense tout au long de la semaine, jusqu'à cet après-midi encore, avec les dernières statistiques américaines et des créations d'emplois sur le marché du travail américain au mois de janvier qui explosent les compteurs. Plus d'1 demi-million d'emplois auront été créés au mois de janvier aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas un stratégiste ou un économiste qui était dans ce consensus. La barre haute devait être autour de 300 000 ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment off the charts, en dehors de toutes les attentes. Un marché du travail américain donc toujours très solide, validé également par l'enquête ISM dans la partie services aux États-Unis, qui montre là aussi une solide résistance de l'activité dans les services. Des chiffres qui viennent presque même en contradiction avec la manière dont le marché a perçu le discours d'un Jérôme Powell cette semaine, puisque c'était une séquence banque centrale importante. Le marché qui a cru percevoir un peu de mollesse peut-être dans le discours de Jérôme Powell, alors que les chiffres, en tout cas sur le terrain de l'emploi et de l'activité des services, montrent toujours une sacrée résilience de l'économie américaine. À ce stade, ce sera évidemment le sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Est-ce qu'on peut parler d'un début de fin de partie pour les banques centrales ? C'était le sentiment qu'on pouvait avoir après les réunions de cette semaine. Fed, Banque d'Angleterre et Banque Centrale Européenne. Le price action a été très dovish par rapport à des discours qui restaient quand même relativement hawkish. La question sera posée effectivement, est-ce que le plateau approche, est-ce que la pause se rapproche du point de vue du resserrement monétaire aux États-Unis et peut-être demain en Europe également. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, une fois par mois le vendredi, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour un décryptage d'un cas d'analyse fondamentale. Le cas qui sera décrypté aujourd'hui par l'un des gérants de Clartan, c'est le cas de Steph dans le transport spécialisé même sur le marché parisien. Le transport sous température contrôlée, comme on dit techniquement. En gros, le transport frigorifique. Et nous retrouverons donc Marc de Ruellan à partir de 17h45 pour ce cas d'analyse fondamentale. Quelle semaine sur les marchés. Nous faisons le point en ce dernier jour de la semaine avec Alix Nguyen, Tendance, mon ami. Alix, avec vous, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct. Et on voit une fin de séance qui s'annonce plutôt solide pour l'indice parisien, le CAC 40, qui franchit à l'instant les 7200 points après la publication des chiffres du travail aux États-Unis pour le mois de janvier. Oui, difficile tout de même pour le marché de prendre une direction claire alors que les chiffres de l'emploi américain sont tombés aujourd'hui et qu'ils apparaissent solides, ce qui pourrait impliquer d'autres hausses de taux à venir de la part de la Fed. Le tout à l'heure où les poids lourds de la tech que sont Apple, Amazon et Alphabet ont publié des résultats décevants. Plus précisément, aux États-Unis, les créations d'emplois ressortent bien au-dessus des attentes. Selon le département du travail, au mois de janvier, l'économie américaine a généré 517 000 emplois non agricoles. Le taux de chômage recule de 0,1 point à 3,4% de la population active. Le salaire horaire décélère un peu moins que prévu. Il augmente de 4,4% sur un an. Et puis toujours aux États-Unis, on apprend que l'activité du secteur des services a renoué avec la croissance en janvier, avec une nette augmentation des nouvelles commandes. L'indice ISM est ressorti en hausse à 55,2 contre 49,6 le mois précédent. Et puis du côté des résultats d'entreprise, revenons effectivement en détail sur les annonces qui ont été faites par Amazon, Alphabet hier soir et Apple dont le titre s'en sort nettement mieux que les autres grâce à des prévisions qui ont plutôt rassuré les investisseurs. Oui, de bonnes prévisions, mais des résultats décevants. Au premier trimestre, Apple a vu son chiffre d'affaires reculer de 5% par rapport à la même période l'année dernière. Son PDG, Tim Cook, évoque 3 facteurs de baisse. Les taux de change sont la première raison
raison. Il estime qu'hors effet de change, le chiffre d'affaires aurait cru. Il y a aussi la fin de la politique zéro Covid en Chine en décembre, elle-même facteur d'un pic épidémique soudain, désorganisant de ce fait la production dans les usines chinoises du sous-traitant Foxconn, mais aussi la distribution. Et puis le troisième facteur réside dans, je cite, un environnement macroéconomique difficile. Quant au résultat net, il a diminué de 13% en un an. Les ventes d'iPhone ont chuté de 8% sur le trimestre. Alphabet, à l'instar de Snap, a fait les frais d'une baisse de ses revenus publicitaires et de l'annonce d'une provision liée à des suppressions de postes. Et puis les prévisions d'Amazon déçoivent. À noter qu'en Europe, l'ensemble des valeurs technologiques sont en baisse. Enfin, on notera à Paris, c'était la publication du jour au sein du CAC 40 et le titre du groupe Sanofi est en repli ce soir. Oui, Sanofi déçoit le marché par ses perspectives 2023. Le groupe prévoit seulement une croissance du bénéfice net par action des activités dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de change constant. C'est peu comparé aux 17,1% du bénéfice net par action en 2022. S'agissant de l'année écoulée, Sanofi a engrangé un bénéfice net en hausse de 8% pour un chiffre d'affaires qui a progressé de 13,9%. Ses profits ont principalement été dopés par la montée en puissance de son médicament, le Dupixent. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous en plateau, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Wilfried Galland de nous accompagner également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Directeur stratégiste de Montpensier Finance, et Florian Yelpo qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe de multi-assets de Lombard-Odier Investment Managers. Florian, je commence avec vous parce que vous posez la question en cette fin de semaine, après un flux de nouvelles qui aura été intense, qu'il a fallu digérer pour les investisseurs, entre les réunions de banque centrale, les chiffres spectaculaires du marché du travail américain pour le mois de janvier. La question est de savoir, est-ce que la probabilité d'un soft landing augmente ou diminue à ce stade? Et vous allez même plus loin dans la question. Sachant le pouvoir des forces de l'esprit, vous vous demandez si... Est-ce que si on se met tous à croire très fort au soft landing, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut suffire pour voir cet atterrissage en douceur qu'on espère tous pour l'économie américaine aujourd'hui et peut-être demain pour l'économie européenne au passage? Alors évidemment, c'est une théorie qui va un peu contre le courant assez classique de la théorie économique aujourd'hui, mais... Je me souviens d'une phrase de Mario Draghi, je la vole d'ailleurs à votre chef économiste chez Lombard-Odier, Samy Char, qui a mis cette phrase en exergue sur son compte Twitter. When facts meet facts don't stand a chance. Quand les faits sont confrontés à la croyance ou à l'espoir, les faits n'ont aucune chance. Et c'est un peu l'idée, c'est un peu la question que vous posez. Est-ce qu'il suffit d'y croire pour le voir, ce soft landing ? Ça va un petit peu à l'opposé de l'économie pré-années 80. L'idée, c'est de dire, lorsque vous avez beaucoup d'inflation, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de monter les taux, de créer du chômage. Et en créant du chômage, on finira par faire baisser le niveau des prix parce qu'il y a un mécanisme d'ajustement au travers des salaires. Ce qu'on nous propose aujourd'hui est un petit peu différent. Le scénario de la Fed, moi j'aime bien dire le scénario de la Fed, c'est-à-dire ce qui a accompagné les publications de décembre dernier lors du dernier FOMC, disait simplement l'inflation va revenir, le chômage va monter très légèrement jusqu'en dessous du niveau qui est ce fameux seuil fatidique qui normalement crée de la désinflation, qu'on appelle le Nérou, bref, et tout ira bien, parce que globalement on aura une croissance en demi-teinte, mais on va y arriver. On peut se débarrasser d'un choc d'inflation qui ressemble à celui des années 70, avec une politique d'un tonneau qui sera très différent. Alors la théorie sous-jacente consiste à dire il suffit d'y croire. C'est-à-dire que ce sont des prophéties autoréalisatrices. On va simplement se dire, puisqu'on y croit tous collectivement, on va tous ne pas demander de hausse de salaire à nos employeurs, ce qui fait que progressivement nos employeurs vont conserver leur marge constante, ne pas reporter de hausse de prix et l'inflation va se calmer mécaniquement. Le fait que nous, investisseurs, on y croit, c'est une chose, mais est-ce que l'homme de la rue, la femme de la rue va croire dans cette histoire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Disons probablement que la vérité est entre les deux. Il nous faut un peu plus de chômage, qu'on n'a clairement pas aujourd'hui pour y arriver, mais peut-être moins que dans les années 80.
Et en même temps, ce qui est spectaculaire jusqu'à présent, et on le voit encore avec le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis, mais on l'a vu également à travers des mesures d'évolution des coûts salariaux ou de la pression salariale, des données très dures, l'Employment Cost Index aux États-Unis, c'est vraiment des données d'économistes dont on parle quasiment jamais sur les marchés, qui tendent à montrer qu'on a des pressions salariales qui commencent à se réduire. Alors elles sont peut-être encore trop élevées, alors même que le taux de chômage touche 3,4% au mois de janvier, plus bas depuis 1969 aux États-Unis, alors que les pressions salariales semblaient plus élevées en début d'année 2022, quand le taux de chômage était un peu plus élevé. On était autour de 3,8 pour le taux de chômage américain au début de l'année 2022, avec un rythme de progression du salaire horaire moyen qui était à plus de 5%. Là, on se retrouve à moins de 4,5% pour le rythme de progression des salaires, un taux de chômage à 3,4 et 1,5 million d'emplois créés. Jusqu'à présent, ça valide complètement cette idée du soft landing possible. Absolument. Ce chiffre de l'emploi, c'est une exception cette semaine. Si on regarde, si on s'intéresse à la cohérence des chiffres, dans l'ensemble, on a plutôt eu un ISM manufacturier décevant, des nouvelles commandes qui déclinaient. On a eu pas mal d'indications, un grand nombre d'indications qui pointent vers un ralentissement économique. Nos indicateurs de nos castings placent les États-Unis en ce moment même en récession. Okay. Alors évidemment, avec les créations d'emplois, ça va faire hurler autour de moi. Mais il faut se rappeler qu'en 2008, on avait encore des créations d'emplois. En début d'année, il faut être très clair à ce sujet-là. Non pas qu'on anticipe 2008. J'entends. Je me permets de dissiper directement le doute. Mais voilà, il y a une mécanique qui est en place, ça prend du temps. Ce qui est plus surprenant, je trouve, du côté des banquiers centraux, c'est de ne pas avoir tenté de dissiper l'idée qu'ils allaient couper les taux, qu'ils allaient baisser les taux au cours de cette même année. Ça, c'est la chose qui me surprend le plus, que l'emploi donne encore des petits effets de pétaradant comme ça, c'est une chose, mais c'est plus de la... Je verrais ça un peu comme de la poudre de perlimpinpin sur un scénario qui est quand même, il y a une unanimité. Le baroud d'honneur, quoi. Voilà, il y a 65% des chiffres qu'on regarde aujourd'hui qui vont dans la même direction, qui est celui d'un ralentissement, et il y a cet outlier qui est l'emploi aujourd'hui, qui nous interroge tous. Et vous avez été surpris aussi par la mollesse de Jérôme Powell quand on l'interroge sur les conditions financières, sur le pricing de marché, sur les anticipations de baisse de taux. Oui. Ce qui est intéressant, c'était que en entrant dans le meeting, je pense qu'on avait tous plus ou moins l'idée que il était nécessaire de faire comprendre qu'on s'approchait d'un plateau, mais pas nécessairement de faire comprendre qu'on allait potentiellement faire tourner la politique monétaire. C'est ce que le marché a retenu, c'est ce qu'on a peut-être tous retenu autour de cette table. Et il y a un quiproquo de ce point de vue-là, ou ça peut faire partie du plan de la Fed ? Il y a des risques sur l'inflation. Ça fait partie du plan. Il y a du risque. Il reste des risques sur l'inflation, comme il reste des risques sur la croissance. D'accord. Donc il y a un choix à faire. BCE comme Fed font le même choix, qui est celui de la modération. Bon, Wilfried, à l'issue de cette semaine historique, intense en tout cas, est-ce que la probabilité d'un soft landing a augmenté ? Je pense qu'on a... Alors, il faut se méfier en économie, effectivement, à la fois des prophéties autoréalisatrices, mais qui peuvent être très intéressantes, et en même temps du fameux biais cognitif qui consiste, en fait, qui est le biais de confirmation de Daniel Kahneman, qui consiste, en fait, à interpréter toutes les données en fonction de son scénario et à écarter toutes les données qui invalident ce scénario-là. Il y a effectivement des choses qui vont dans le sens du soft landing, et on le dit clairement, je pense, sur ce plateau, c'est effectivement la partie emploi, consommation, et j'irais même un cran au-delà, toute la partie service. Quand on voit effectivement les données qui sont sorties aujourd'hui, on voit clairement que la partie service, mais c'est pas que aujourd'hui d'ailleurs, la partie service partout est en train de donner un élan, en fait, en tout cas continuer de donner un élan, et donc on a une expansion des services. En revanche, toute la partie effectivement manufacturière, là, est clairement en territoire de contraction. Si je prends effectivement l'indice ISM manufacturier américain, la partie nouvelle commande, on est à 42. Ouais. 42, c'est un niveau historiquement très très faible. Ouais. Et donc, toute la question de savoir comment est-ce que l'économie va se comporter alors qu'on a une consommation, un emploi qui fonctionne bien et qui... Quand on le pose en termes d'économiste, en fait, inverse la courbe de Phillips, puisqu'on a effectivement très clairement une baisse du taux de chômage, avec en même temps une baisse la pression salariale est moins faible avec un taux de chômage à 3,4, 4,8 en début d'année dernière. La version historique de la courbe de Phillips, avant qu'elle soit revue par Samuelson, clairement, elle est inversée. Bon, donc ça, c'est effectivement... mais ça arrive régulièrement. La question, c'est comment est-ce que l'économie peut se comporter dans ce sens-là, et comment est-ce que, deuxième partie du raisonnement, comment est-ce que les banques centrales peuvent réagir à une économie, et là je reprends les mots de Jérôme Powell, qui ne ressemble à rien de ce qui a été connu avant. Et là, je suis moins dur que peut-être vous sur l'attitude de Jérôme Powell. Je pense que contrairement à l'attitude de la BCE,
Jérôme Powell a essayé de se remettre au centre du jeu en ouvrant les scénarios et en disant j'ai mon scénario, vous le connaissez, c'est le fait qu'on va continuer à augmenter les taux parce qu'on a une pression salariale et on a une pression inflationniste qui continue à être importante et donc on n'est pas encore suffisamment restrictif, mais on peut avoir d'autres scénarios, en particulier assis sur une baisse de matières premières, sur une baisse des matières premières énergétiques, sur le fait que le scénario de l'emploi se calme beaucoup plus que ce qu'on pense, avec moins de pression salariale, qui pourrait générer, pourquoi pas, et c'est là où tout le monde a été surpris, en plus de cette désinflation, il a employé le terme, ça c'était une surprise, pourquoi pas un scénario où on baisserait les taux à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il quitte quand même le moment très volontariste qu'il y a eu, presque dogmatique, où on était en pilote automatique et on réfléchissait assez peu, si ce n'est à la taille de la hausse de taux suivante. Là, on ouvre à nouveau le champ des possibles. Pour rentrer dans la réflexion. Moi, ça me plaît bien comme attitude. Et je pense que à ce stade, ce pragmatisme est de bonne aloi. Ce pragmatisme est de bonne aloi, compte tenu de tout le chemin qui a été parcouru pour remonter quand même très vite. On a remonté très très vite les taux, très très fortement. Et sur le fait qu'on va avoir quand même des effets retard de cette politique monétaire dans la politique économique. Donc là aussi, il nous dit, Christine Lagarde d'ailleurs le dit également, il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que tous ces effets-là vont s'intégrer. Et donc, réouvrir un peu les possibilités. Moi, je pense que le scénario de soft landing, il continue à tenir la route, mais on a quand même des éléments, en particulier sur la partie manufacturière, qui sont quand même relativement inquiétantes. On a une remontée des taux d'inflation en Asie, depuis 2-3 mois, que ce soit au Japon, en Australie, en Corée. On a une remontée assez forte de l'inflation. Donc, ça veut dire que tout ceci n'est pas totalement stabilisé. Les marchés, aujourd'hui, ont l'impression, et à juste titre, que tout va dans le bon sens. Qu'on a des bons résultats, mais pas trop bons. Il y a un biais de sélection aussi dans les marchés, peut-être. Bons, mais pas trop bons. En tout cas, pas partout. L'inflation, elle est en train de baisser, mais pas trop. On est en train de relancer, mais c'est pas extraordinaire. La Chine relance, mais tout va bien. Voilà. Donc pour l'instant, on donne un prix à la perfection. Les choses vont probablement rentrer un tout petit peu dans l'ordre dans les semaines qui viennent pour qu'on sache un petit peu comment est-ce que tout ceci va se dérouler. Mais Jérôme Powell est en train de préparer le terrain pour permettre à la Fed de se mettre en pause assez vite, si nécessaire. Oui, et j'utiliserai peut-être même un autre terme, je pense qu'il prépare les esprits à ce que la Fed se mette en retrait. On en discutait ensemble avant l'émission. Et effectivement, de dire que compte tenu des mécanismes inflationnistes d'aujourd'hui, très dépendants de l'offre, très dépendants des matières premières, en fait, peut-être est-il en train de reconnaître le fait que les banques centrales sont moins aux commandes de l'inflation. On n'est pas loin d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Voilà, et donc à un moment, il faut peut-être se mettre un cran en arrière et dire à tous ceux qui sont en charge de fluidifier les chaînes de valeur, de mettre en route la concurrence, de piloter les chaînes fiscales, de faire leur travail, comme le disait Mario Draghi avant, et eux de dire on est en soutien. Là, on a fait le boulot, on a encore un petit peu de travail peut-être à faire, mais ne comptez plus uniquement sur nous pour résoudre le problème. C'est pas parce qu'on va agiter la baguette magique monétaire que ça va se résoudre. Oui, les politiques macro-prudentielles, les politiques réglementaires ont aussi un rôle à jouer dans... On commence à parler de politique macro-prudentielle, on sait qu'on est chez les... Absolument. Merci Greg. Oui, tout ce qui n'est pas la politique monétaire, pour dire les choses. Bon, Xavier, vos commentaires sur cette semaine assez incroyable. Et je reprends la question, est-ce que la probabilité d'un soft landing a augmenté à l'issue de cette semaine ? Disons qu'on est aux confins du conjoncturel et du structurel. Je repartirai du marché du travail. Je crois que le marché du travail américain est dans une situation qui n'a pas d'équivalent depuis un demi-siècle. Et donc c'est ce qui fait que probablement nos critères d'analyse sont très biaisés. Puisqu'on a toujours mesuré l'action des banques centrales au travers de la période relativement récente de la déflation, au fond de surcapacité. Or, on est sur un marché du travail qui est en situation pénurique. Oui. Dans le petit mail que je t'ai envoyé, pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, depuis le début des années 2000, le marché du travail américain se caractérise par le rapport suivant, c'est-à-dire que tu as 2 chômeurs pour une offre d'emploi, en moyenne. Aujourd'hui, tu as la situation inverse. Tu as un chômeur pour 2 offres d'emploi. Et ce phénomène s'est accéléré avec le Covid, mais a commencé depuis 2016-2017. C'est un phénomène structurel. Si ce phénomène, alors ça est lié au vieillissement démographique, c'est lié à pas mal de choses. Là, il faudrait rentrer dans une analyse. Le coup d'arrêt sur l'immigration aussi. Cette dimension structurelle va contraindre les politiques monétaires, puisque mécaniquement, tu n'es pas aussi réactif. Si tu sais que par ton action, tu vas régénérer des surcapacités, tu agis. Si tu sais que de toute façon, ça n'aura pas d'impact ou très peu d'impact sur le marché du travail, au fond, ça ne sert à rien d'utiliser l'arme monétaire et est inadapté. Et je pense qu'on est dans cette situation-là.
C'est-à-dire une situation où, au fond, il y a une dimension structurelle dans ce qui est en train de traverser, et pas uniquement l'économie américaine, mais toutes les économies. L'économie japonaise, je le connais depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30 ans, et c'est en train de traverser toutes les économies occidentales. Et donc ça, forcément, ça va faire qu'on va avoir un rapport aux politiques monétaires qui va être différente. Alors après, à ta question sur le soft landing, moi j'ai tendance à penser que oui. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui caractérise la période récente ? Au fond, c'est une polycrise. On a eu d'abord le Covid, avec une déformation sur les produits manufacturés qui a été sans équivalent. Alors on raisonne en variation de prix. En variation de prix, oui, ça reflue bien. Mais par contre, si on regarde les niveaux... les niveaux sont toujours les niveaux de la suraccélération de consommation de produits manufacturés par rapport à la tendance qui prévalait avant le 31 décembre 2019. Et aujourd'hui, on reste toujours à un niveau élevé. Et par contre, ça diffuse sur les services. Et la tendance sur les services, effectivement, elle pose interrogation. Parce que si l'inflation headline commençait à refluer, si l'inflation core, on va dire, est stabilisée, parce qu'au fond, on dit qu'elle reflue, mais elle est globalement stabilisée. Hein, mais le marché a voulu voir qu'elle reflue, globalement, elle est stabilisée. Mais si tu vas jusqu'à des détails, si tu vas sur les services, les services, ils sont en phase de satellisation. Si on prend le régime des services avec le logement. Oui. Ben oui, mais même si tu enlèves les logements, ça aura un impact, évidemment. Mais les prix vont continuer à croître. Et donc, de toute façon, là, il y a une interrogation. Et la Fed, que peut faire la Fed là-dessus, avec ce marché du travail, sur les services. Hein, au fond, peut-être qu'au fond, l'argument ultime, ça va être que les banques centrales, mais elles ne peuvent pas le faire aujourd'hui, vont réviser leurs objectifs d'inflation. Elles ne peuvent pas le dire aujourd'hui, le 2% est targeté, repris à l'encan par les États-Unis, la Banque Centrale Européenne, la BOJ. La BOJ aimerait que ça ils l'espèrent depuis une trentaine d'années. Mais au fond, peut-être qu'avec ces problèmes ces évolutions structurelles des économies occidentales, on va peut-être réviser les objectifs. Donc, au fond, l'inflation qu'on va targeter, enfin, qu'on va cibler, que vont cibler les banques centrales sur le moyen terme, le 2% est très ambitieux. Je serais un foutu de dire 3 ou je ne sais pas, mais on se doute bien que c'est un objectif qui va être supérieur. Donc oui, au fond, ça ne sert à rien de vouloir targeter 2% pour provoquer une énorme récession dans un contexte... et là, c'est le dernier point, et après j'ai... Non, parce que j'ai une question. Non, mais si, parce que avant de mettre en place un nouvel objectif, et pour être crédible sur un nouvel objectif, je comprends qu'il faut déjà atteindre l'objectif précédent pour être crédible sur le suivant. Sauf si tu actes qu'il y a des évolutions, il y a une évolution structurelle. Alors, il faudra un consensus universitaire sur le sujet. Mais on se doute bien, et d'ailleurs ça commence à apparaître. Moi, il m'arrive de feuilleter les slides des gouverneurs de la Fédérale Réserve quand ils font des présentations publiques. J'observe que depuis plusieurs mois, et en tout cas tout récemment, le marché du travail, l'évolution du marché du travail est mentionnée, et il est bien dit de manière explicite. Alors je ne sais plus quel gouverneur c'est, ça me reviendra peut-être, et ça a attisé ma curiosité, donc j'ai immédiatement été cruncher les datas, et j'ai trouvé la même chose qu'eux, et c'est normal, que c'est sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit... Si ce gap, si tu es dans un marché, le marché du travail américain est en pénurie aujourd'hui de 4 millions de personnes. Oui. Donc tu n'as aucune chance, ou alors il faut que tu mettes les taux d'atteindre ta croissance potentielle. Tu ne peux pas atteindre ta croissance potentielle, vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas. Aucune chance de faire refluer l'inflation à 2%. En utilisant l'arme des taux. Sinon, il faut utiliser l'arme des taux. Il faut mais de manière excessive. Voilà. Et donc, quand on dit en cancérologie... Non, mais ça veut dire que vous dites, dans ce cycle, de voir une tendance d'un retour possible vers 2%, ça peut suffire à la Fed ? Oui, je pense. Il faudra un consensus. Plutôt que de voir les yeux dans les yeux, en niveau, un chiffre d'inflation à 2. Oui. Ah oui, je suis intimement persuadé. Parce que c'est pas... D'ailleurs, le pas a été fait par... le pas a été fait par la BCE, je crois, en 2021. La revue stratégique a dit on est plus tard. C'était pas 2%. C'est en tendance. Autour de 2%. Oui. La position allemande est extrêmement rigoriste sur ce point, mais on évoluera. Et je pense que cette évolution, mais il faut qu'elle soit actée par des données structurelles.
Oui, je pense que c'est un élément. Ouais, j'entends. Il faut que ce soit documenté. Voilà. Oui. C'est trop tôt pour. Mais et donc je pense que dans le discours de Jérôme Powell, il ne peut pas l'expliciter comme ça, mais je pense qu'il y a un débat interne à l'intérieur de la Fédérale Réserve là-dessus, et les mecs doivent se dire, ça ne sert à rien qu'on target 5, 6, 7, 8% sur les taux courts pour faire cracher l'économie sur une variable sur laquelle on n'aura pas prise. Si tout va bien à 3%... En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, je reprends ta définition, il faut d'abord atteindre l'objectif. L'objectif tel qu'il est défini à la fois à l'origine pour la BCE et pour la Fed c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a trois éléments du mandat, c'est la stabilité des prix. Ça n'a jamais été 2%. 2%, c'est un objectif interne que s'est donné la BCE. Ensuite, la Fed l'a repris, mais on n'a jamais été dans les textes en disant il faut 2%. C'est globalement price stability. Et en plus, la Fed peut jouer très facilement sur les deux autres aspects de son mandat. Un qu'on a tous oublié, mais enfin, c'est quand même des taux long terme modérés. Bon, c'est quand même dedans dans le Federal Reserve Act de 77, je crois. C'est quand même dedans. Les derniers Federal Reserve Act. Et puis, un marché de l'emploi qui tourne à plein régime. Bon. Et donc, il y a la possibilité, ce qu'avait déjà, effectivement, comme le dit si justement Xavier, ce qu'avaient déjà utilisé les banques centrales dans de précédentes revues stratégiques, non seulement par la BCE, mais aussi dans un des précédents séminaires de Jackson Hole à la Fed, redéfinir comme étant... alors je pense que le terme moyenne n'y était pas, mais c'était effectivement un terme qui s'approchait de ça en disant on va raisonner en tendance et non plus raisonner effectivement en niveau pur. Oui. Et là, en fait, on est arrivé, je pense, par une question d'éruption politique à un moment donné autour de ce sujet de l'inflation qui a commencé à animer tous les cercles qui tournaient autour de la banque centrale. Qui a mis ce débat entre parenthèses, quoi. Voilà, exactement, qui a mis ce débat entre parenthèses. Donc les actionnaires des banquiers centraux, donc les États ont commencé à s'exciter. Et aujourd'hui que le vrai sujet devient de plus en plus la récession et de moins en moins, toujours un peu, l'inflation, forcément, ce sujet-là, alors pas avant peut-être, je pense que peut-être déjà à Sintra, lors du séminaire des banquiers centraux européens, ce qui se déroulera début juin, j'ai plus la date en tête, mais comme tous les ans, on pourrait avoir effectivement des réflexions sur ce sujet, sur, en fait, qu'est-ce que c'est que 2% ? Est-ce que c'est entre 1 et 3, par exemple ? Si on définit 2% comme étant la médiane entre 1 et 3, d'un seul coup, on a quand même beaucoup plus de latitude pour ajuster les choses. Quand on est incapable d'atteindre un objectif, on change d'objectif. Bon, je pose la crédibilité de la banque centrale. Non mais Florian, pour revenir à cette idée de soft landing, est-ce que le soft landing tel qu'on l'imagine dans ce cycle, j'entends, suppose que la Fed soit prête à s'arrêter à un moment où elle pourrait observer une tendance de désinflation suffisante pour être confiante dans l'idée qu'on n'arrivera pas trop loin des 2%, ou est-ce qu'il faut voir en niveau 2%? Alors je vais être le réactionnaire de l'équipe. Il en faut. Non, mais c'est un débat, donc c'est normal qu'il y ait des positions différentes. Comment on voit les choses, l'idée c'est quand même, avant de passer au prochain objectif, c'est quand même de ticker la case de l'objectif précédent. Ça, j'aime bien cette idée-là. Je pense qu'on est un peu tous acquis à ça. Le fait que plus tard, on ait plus d'inflation parce que régionalisation, parce que environnement, parce que démographie, il y a pas mal de facteurs qui devraient nous amener à avoir une inflation structurellement plus élevée, qui pourrait nous amener à réviser. Mais le mouvement vers une inflation moyenne plutôt qu'une inflation spot était déjà un petit peu fait partie de cet ensemble d'instruments plus flexibles. Voilà. C'est règle versus discrétion. On est finalement peut-être un peu plus entre les deux qu'on l'était dans les années 70-80. L'élément, si j'ose, que j'aimerais ajouter, c'est... j'aime bien cette idée qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans les services qui ne se passe pas ailleurs. On a déjà vu ça en 2015, si vous vous souvenez bien, jusqu'à début 2016, où on avait un ralentissement dans la partie industrielle qu'on n'observait pas dans les services. La différence, c'est l'action de la Banque centrale dans ce contexte-là. Aujourd'hui, la Fed fait bien plus pour ralentir l'économie qu'elle n'en faisait à l'époque. Donc, je suis acheteur de cette idée. On a une espèce de barbel entre les services et l'industrie. En ce moment, je pense qu'il faut aussi penser un petit peu dynamique. Si on laisse les taux là où ils sont aujourd'hui et que la Fed finit par, avec cette approche réaliste, à tenir le cap à un certain temps, les services finiront par être impactés. Mais ça prendra plus de temps. Les services, c'est historiquement quelque chose qui est moins sensible aux aléas de la conjoncture que l'industrie. On le sait tous, et c'est la plus grande part de l'économie. Donc, on a ralenti la petite part très cyclique. Avant qu'on arrive à ralentir la grande part peu cyclique, ça va prendre du temps.
Oui, mais c'est pas mal qu'il y ait cette désynchronisation et Soft landing. cette séquence, Pour effectivement, l'économie, pour l'instant, un c'est peu parfait, différente. Soft landing, c'est ça l'idée aussi. Voilà. Sur la partie européenne, moi, j'ai été frappé de voir un price action post-BCE quasi similaire à celui qu'on a observé post-Fed. Alors, est-ce que ça pose la question du calendrier ? Est-ce que les deux réunions étaient trop proches et que le marché, avec un biais de sélection ou un biais de confirmation, a réagi de la même manière au discours de Christine Lagarde qu'à celui de Jérôme Powell ? Parce qu'on n'arrête pas d'expliquer que la BCE est partie en retard, qu'elle sortira plus tard de son cycle de resserrement monétaire, qu'elle a un degré de hawkishness aujourd'hui supérieur à celui de la Fed, qu'on n'a pas encore vu peut-être même le pic d'inflation en zone euro. Les chiffres de janvier sont compliqués à lire puisqu'on n'a pas eu d'estimation encore du côté de l'Allemagne, et on pense que l'inflation sera quand même plutôt un peu relevée une fois que Destatis aura réglé ses problèmes Haïti, et que de fait on ne voit absolument pas ce même processus désinflationniste qu'on peut observer aux États-Unis depuis plusieurs mois. Pourtant, le marché a réagi exactement de la même manière. Pire encore, le meeting était emballé à l'issue de la publication du communiqué initial. C'est-à-dire que dès le moment où on a lu 50 points de base à ce meeting de hausse et au prochain meeting encore 50 points de base, et puis ensuite on verra bien, on va se mettre en mode assessment. On a tous, je pense, plus ou moins pensé la même chose, modération et quasiment pivot. C'est-à-dire que c'est une modération de ce ton faucon qu'on a tous interprété collectivement comme la proximité immédiate d'un pivot, c'est-à-dire d'un moment où la BCE, comme la Fed, finirait par couper les taux, ce qui est d'ailleurs pricé d'ores et déjà dans la courbe des taux. Donc on a vu on a lu une convergence entre le marché et le banquier central sur 2 meetings consécutifs. C'est dur de ne pas voir le pattern, de ne pas avoir un biais de confirmation dans ce cas-là. Pourtant, la zone euro n'est pas du tout dans le même cas que les États-Unis aujourd'hui. Les enquêtes... S'engager sur le prochain meeting, 50 points de base, et dire ensuite on réglera la prochaine hausse de taux à partir du prochain meeting, ça ne veut pas dire qu'on se mettra en pause. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ce qu'on a lu. Mais ça n'est pas ce que ça veut dire. Surtout dans une conjoncture, dans un cycle où la plupart des enquêtes qui sont les indicateurs avancés, disons, de la zone euro, montrent un rebond. Si vous regardez les enquêtes de la Commission européenne qui ont été publiées lundi, on a un rebond inattendu, et pas un rebond de niveau bas, comme c'est le cas en Chine aujourd'hui. On a un rebond de niveaux qui sont au niveau de la moyenne historique. Donc on est sur la croissance moyenne historique et on a un rebond. Et d'un autre côté, on a lu chez notre banquier central modération, peut-être pivot, peut-être des coupes de taux. C'est quelque chose qui est très difficile, je trouve, à réconcilier. Le marché a préféré choisir le scénario optimiste pour le moment. On le voit encore aujourd'hui. Le marché s'est racheté intégralement sur une baisse forte sur la publication des payrolls. Il y a beaucoup de bullishness à l'intérieur de ce marché. Le sentiment de marché est très fort aujourd'hui, très fort. Comment vous expliquez la communication de la BCE cette semaine et la substance ? Parce que c'est vrai que communication est un peu confuse, il faut le dire. Non, mais c'est même soulevé en conférence de presse par les journalistes sur place. Donc, communication, c'est pas le débat, mais qu'est-ce qui ressort de cette substance ? Je pense déjà, effectivement, ce qui importe toujours, c'est effectivement le différentiel qu'il y a entre chaque meeting. Le différentiel en termes de communication, le différentiel en termes de décision, et c'est comme ça qu'effectivement, plutôt qu'en termes de projection, c'est comme ça que les marchés l'interprètent. Et le différentiel, comme Florian l'a parfaitement expliqué, était clairement dovish. C'est-à-dire qu'entre un meeting où on disait de toute façon c'est 50, ce sera encore 50, et il y en aura encore plusieurs. Et peut-être 3 fois 50. Et peut-être 3 fois, et peut-être encore 75, on ne sait pas. Enfin, voilà. Et si on rajoute à ça en plus un emballage quand même relativement agressif vis-à-vis des marchés qui n'ont rien compris et dans lequel il faut véritablement prendre la BCE au sérieux, par rapport à ce qu'on a eu là en termes de communication, qui était effectivement, en fait, si je synthétise, 50-50 et je pose, même si après elle a dit non mais ce ne sera pas nécessairement une pause, mais en fait on arrête d'être mécanique, donc 50-50 et après on voit. Le fait que ce ne soit pas forcément 50... Exactement. C'est déjà une nouvelle. Absolument. Et donc, ça a conforté tous les intervenants en disant ça veut dire qu'effectivement, on est quasiment au pic. Alors, peut-être à 25 points de base près, mais on est au pic. Et le deuxième élément, je pense qu'il faut retenir également de cette conférence de presse, c'est ce qui est ressorti, c'est une impression
de très grande désunion quand même au sein du Conseil de politique monétaire. C'est-à-dire, on n'a pas eu l'impression, comme à certaines époques de la BCE, d'avoir une BCE totalement marmoréenne, qui avait les yeux figés sur l'objectif et qui, tel un bloc de granit ou de marbre en l'occurrence, avançait, prête à écraser tout sur son passage. And believe me, it will be enough. On n'avait pas du tout cet élément-là, puisque lorsque Christine Lagarde est interrogée sur comment se passent ces discussions au sein du comité, elle nous raconte, avec peut-être une candeur très intéressante d'ailleurs, qui sera, je pense, analysée par les livres d'histoire, qu'en fait chacun arrive avec ses scénarios, que tout le monde est passionné, ce qui en langage diplomatique, hein, c'est une diplomate, ça veut dire qu'il se tape dessus avec une vigueur gauloise, et que derrière, effectivement, ils arrivent à trouver un consensus qui converge vers la position, dit-elle, de Philippe Lane, qui est telle qu'elle l'a exprimée au début. Ça donne une impression, en fait, de finalement, vous accompagnez le mouvement. Donc, il n'y a pas de cap très clair. C'est un peu ce qui est ressorti de la conférence de presse. Il y a des intervenants de la BCE aujourd'hui qui ont essayé de tirer un peu en arrière sans beaucoup de succès. Mais effectivement, ce qu'on voit quand même, c'est que on n'a pas... Enfin, en tout cas, d'accélération forte économique en zone euro. On a une vraie résistance, c'est vrai. Et qu'effectivement, comme elle l'a souligné à de nombreuses reprises, les anticipations d'inflation restent quand même très largement ancrées. On a un tout petit tic, quand on regarde, un tout petit tic vers le haut, mais absolument rien de catastrophique. Et quand elle nous dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est les anticipations d'inflation, tout est conforme. Donc on dit, voilà, il se laisse accompagner par le mouvement, sans vouloir nécessairement, contrairement à la Fed, se mettre au centre du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a de nouveau un travail de crédibilité, je pense, assez fort à faire de la BCE. Il y a un gros boulot là à faire. Qu'est-ce que vous retenez de la réunion de la BCE? Et c'est vrai que si la grande compétence de Christine Lagarde, c'est de réussir à former des consensus là où ça paraît impossible, qu'est-ce que la communication d'hier nous dit de l'état du consensus au sein du Conseil des gouverneurs? Non, mais je pense que c'est la précédente réunion, la précédente conférence de presse qui était Tout s'est joué là-bas. Oui, c'est à ce moment-là. Et au fond, c'est au cours de cette réunion qu'une concession est faite à la zone marque. Moi, c'est ma grille d'analyse, mais bon, elle est très partisane, tu le sais bien. Au fond, il y a deux clans. Même s'il y en a peut-être trois, mais enfin, il y a deux clans. Il y a la zone marque et les périphériques, et puis il y a ceux qui sont en position intermédiaire, donc peut-être la France. Mais la zone marque a pris le lead, a tapé du poing sur la table. Et donc, la conférence de presse de mi-décembre était une conférence, d'ailleurs, tu le mentionnais, je crois qu'on faisait une émission ce jour-là ensemble, et tu étais catastrophé. Tu étais catastrophé. Oui. Donc, moi, je préfère la conférence de presse d'hier à celle donc là, je suis moins orthodoxe. Ouais, j'entends. Et au fond, elle reprend la main. Et donc, c'est extrêmement dur pour Christine Lagarde. Elle a plein de qualités, mais elle est déjà, à l'origine, elle n'est pas banquière centrale. Ouais. Donc, si j'ose dire, c'est pas un argument machiste de ma part, parce qu'on va dire c'est un homme, une femme. Non. Mais je pense qu'elle a peu de elle a une légitimité qui est plus fragile que celle d'un Mario Draghi qui avait un parcours universitaire et qui avait été banquier central toute sa vie. Donc là, c'est beaucoup plus difficile dans une situation. Donc il y a l'histoire interne au gouverneur de la BCE, mais dans une situation qui est très très particulière pour l'économie européenne. Au fond, que se passe-t-il si on prend un tout petit peu de recul, on prend, je vais avoir un angle de taille un peu différent. Au fond, c'est une zone, un territoire économique, une zone économique qui est confrontée en espace de 12 mois à une guerre à ses frontières, et ça, c'est pas sans conséquence, même si ce n'est pas dans son mandat. Est-ce que la BCE, moi je pense qu'entre la réunion, mon idée clairement, c'est qu'entre la réunion de décembre et la réunion d'hier, entre-temps, je pense qu'un certain nombre de grands décideurs économiques de la zone euro ont bigophoné à Christine Lagarde et à tous les gouverneurs en leur expliquant, écoutez, c'est simple. On a des chars russes qui sont à la frontière. On est dans une situation... Tu vois bien que l'Union européenne est en train d'augmenter ses efforts. Est-ce que c'est le moment approprié pour la Banque centrale de la zone de l'Union, de la zone euro, de dire creux-gneux, l'objectif d'inflation, on va l'atteindre coûte que coûte, alors qu'au même moment, les États et l'Union européenne en tant qu'entité juridique, économique, est en train de produire des efforts de guerre à un mode minime. Oui. Non, quand tu as un alignement des objectifs, tu soutiens l'activité économique et à ce moment-là, l'objectif d'inflation devient
j'allais dire, secondaire, Mais oui, jusqu'à ce que les opinions publiques l'acceptent. Hein. Il y a toujours c'est des compromis éternels. La BCE peut faire quelques remarques sur des réformes structurelles à mener ici et là par les États de la zone euro. Mais quand il s'agit d'un effort de guerre, d'un effort de défense, d'un effort de sécurité, la BCE n'a rien à dire. Ben voilà, en tout cas, elle doit l'intégrer. Et donc, je pense qu'il y a un débat à l'intérieur, là, pour en venir à ta question, à l'intérieur du gouverneur du Conseil des gouverneurs de la BCE, il y a probablement une ligne très doctrinale, très orthodoxe, que j'appelle la zone marque, les frugaux, qui eux défendent l'objectif coûte que coûte, et puis il y a tous ceux qui profitent de la situation pour intégrer en disant il faut être un peu plus flexible. Et je pense que la périphérie, la situation italienne, là on observe que les spreads italiens sont au plus bas, tant mieux. Oui. Est-ce que ça va durer éternellement ? Moi, quand j'observe la situation politique en Italie, j'observe que le budget a été voté dans les derniers jours de décembre de l'année dernière pour des raisons électorales. Mais j'observe que la première ministre italienne, la présidente du Conseil, fait des déclarations, pour le moins, assez fermes sur ses rapports avec l'Union européenne. Oui, elle maintient une tension avec la BCE, avec la Commission. Oui, j'observe que la BCE, dans sa revue stratégique, a bien ciblé le système bancaire italien. Ça veut donc dire que la BCE, dans sa revue stratégique, a diagnostiqué pour l'exercice 2023 des risques, un certain nombre de risques pour le système bancaire, et notamment des risques économiques, voire systémiques. Donc tous ces gens-là, ils ne peuvent pas faire... tu vois, et donc, moi, à mon avis, l'erreur, c'est la réunion du 16, où le positionnement du 16 décembre, où le positionnement était beaucoup trop au quiche, beaucoup trop violent. Et là, alors, peut-être... Ça, c'était pour éviter de faire 75. Voilà. Parce que y avait, les faucons auraient voulu faire 75, et pour ne pas faire 75, il a fallu tenir ce discours de pré-engagement sur... La confusion apparente traduit le fait que, ben non, il faut conserver de la flexibilité. Tu es sur du verglas. Donc il faut, tu vois, il faut y aller doucement, quoi. Y aller doucement. Oui. Vous disiez, Florian, j'en reviens quand même au marché, à l'investissement. Il y a beaucoup de bullishness dans ce marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a même un moment où on est un peu enivré et on a ce sentiment, un peu ce vertige des cimes, quoi. C'est-à-dire que on arrête de regarder les valorisations. D'accord. Et ça, c'est rarement une bonne idée. Non, mais on refait des plus hauts historiques. Alors, je sais que les plus hauts historiques sont faits pour être dépassés, etc. Mais c'est toujours un moment où, après 25% de rebond en Europe, je sais pas, 50% en Chine, en quelques mois, on se dit, attends, est-ce que c'est le moment encore de payer et de renforcer ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je commence à couper un peu et à prendre des profits ? Syndrome de la falaise. Ouais, bah voilà. Je pense qu'on doit tous faire preuve de pragmatisme, pas que nos banquiers centraux. Ouais. Un élément qu'on regarde beaucoup, nous, c'est le grand écart qu'on a entre disons, les données qu'on collecte du côté positionnement de portefeuille des investisseurs moyens, où les marchés sont disons, sous-détenus. Il n'y a pas suffisamment d'investissement, et on en est un bon exemple nous-mêmes. On a encore 15% de cash à déployer. On est loin d'être arrivé, disons, à 100% de déploiement, et on n'a pas encore regagné le levier qu'on a habituellement, qui est plutôt de l'ordre de 150%. Vous voyez. Et d'un autre côté, quand on regarde ce qui se passe sur le VIX, lorsqu'on regarde les indices de volatilité implicite globalement, lorsqu'on regarde les spreads de liquidité, on voit beaucoup de bullishness. Donc quelque part, côté dérivé, côté marché optionnel, disons, on voit vraiment une structure du marché qui flash vert, et d'un autre côté, les investisseurs moyens sont peu exposés. Et on est tous en train de courir derrière ce pain trade, derrière ce rallye qui finalement est extrêmement douloureux pour la plupart des investisseurs globalement, qui n'étaient pas préparés à redéployer rapidement du capital dans cette conjoncture-là. Et ça veut dire qu'il faut se retenir de couper tout de suite ? Non, mais c'est la question. Ça veut dire qu'il faut être prêt pour le soft landing. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment d'actions, suffisamment de crédit aujourd'hui, réfléchir à sa duration, parce que la duration, il y a encore un point d'interrogation. Ouais. Côté obligataire, on ne sait pas encore. Pragmatisme, ça ne veut pas dire que les taux demain vont baisser de 100 points de base. Il faut être très clair à ce sujet-là. On pense que la tendance est avec nous, ça c'est un bon élément. La macro, on le voit, elle n'est pas encore suffisamment mauvaise pour être contre nous, et le sentiment est avec nous. Il reste que la valorisation qui est potentiellement peut-être contre nous. Ça, c'est un élément qui met du temps à payer contre l'investisseur qui est long. Avec une corrélation obligation-action qui reste quand même assez positive. Enfin, en tout cas, dans le price action de la semaine, c'est quand même ce qu'on a vu. C'est vraiment encore le everything rally, quoi. Oui. Il n'y a pas encore de changement de corrélation de ce point de vue-là. Par rapport à l'an dernier, les deux montent, donc là, ça nous va mieux, en fait. Oui, non, parce que la corrélation reste très positive. Oui, c'est-à-dire que là, c'est dans le bon sens, mais la corrélation reste positive, quoi. On renverse ce qu'on appelait le paradoxe Gibson dans les marchés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu à un moment donné un renversement de corrélation
qu'on peut retrouver à tout moment. La question aujourd'hui qui se pose à l'investisseur, c'est que, et c'est une bonne chose, on a retrouvé du rendement sur la poche obligataire. Et donc, ça change tout sur, effectivement, la construction de portefeuille. Ça nous permet, par exemple, nous, chez Montpensier, dans les obligations convertibles, d'avoir enfin du temps d'attente payé dans les convertibles, ce qu'on n'avait plus depuis quelques années. Ça permet aussi aux investisseurs obligataires, nous on n'est pas obligataires, mais effectivement d'avoir du rendement. Et ça permet aussi de rééquilibrer les portefeuilles en disant, voilà, il y a quand même malgré tout des poches qui, même si elles vont dans le même sens, ne vont pas avoir le même comportement et le même niveau de volatilité par rapport à des éléments extérieurs. On peut toujours avoir des chocs. Donc là, ça change quand même pas mal de choses et ça permet effectivement d'avoir des positionnements plus constructifs que ce qu'on avait l'an dernier. Ouais. La vol obligataire, effectivement, c'est considérablement écrasé pour revenir au niveau qu'on connaissait peut-être avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui, pas intégralement. Pas intégralement, on fait du risk-based, donc on est très exposé à ça. Elle s'est tassée, mais on est loin d'être... On reste, c'est pas normalisé, on n'a pas effacé le... D'accord, ok. Et vous vouliez dire sur la corrélation, non? Quand on le regarde à l'intérieur des journées de trading, on voit quand même aussi pas mal de mouvements. La semaine du 13, c'était typiquement une journée du 13 janvier. Cette semaine-là, on voyait un retour d'une recorrélation normale equity bonds. Mais plus récemment, comme on le disait, là, on est revenu à ce monde de 2022 qu'on déteste tant. Donc, il y a des effets, ce réalisme, c'est aussi une source d'incertitude qu'on voit au niveau des corrèles. Un mot sur la dynamique de marché. Vertige décime ou pas Non, moi je pense qu'il y a un excès de pessimisme qui a toujours. Ah oui, qui a toujours. Non. Même le FMI n'est plus pessimiste. Qui est en train d'être corrigé et je pense que beaucoup de gens sont à l'envers. Globalement, si je devais être court, les gens avaient des scénarios déflationnistes jusqu'en 2019-2020 et ont basculé dans des scénarios pas hyper inflationnistes mais très inflationnistes avec des objectifs, avec des dérapages sur les dettes souveraines qui ont été anticipées et qui, à mon avis, sont irréalistes. Et le point essentiel, c'est que quand tu retrouves des taux nominaux entre 2 et 4%, alors que tu sors d'une période de répression financière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les grandes institutions financières qui sont en ALM et qui raisonnent en duration, embourbent. Et donc, quand les banques centrales ont fait du quantitative easing, elles sont devenues un acteur du marché. Donc, elles ont perdu quelque part leur rôle tutélaire. Et donc, ce qui fait que quand souvent j'entends l'argument, le marché se trompe parce que les banques centrales voudraient targeter, non, les banques centrales sont dans le marché. Donc, d'une certaine façon, le marché est en train de faire un compromis. Et le compromis, c'est à partir de 3 en zone euro et 4 aux États-Unis. Eh bien, c'est intéressant. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y a... J'achète là où la banque centrale Exactement. Et ça, c'est un facteur de soutien pour les marchés equity en termes de prime de risque. Donc, c'est pas du tout négatif. Non, il y a... non, mais je dis pas que c'est négatif. Je demande juste si on n'est déjà pas un peu trop euphorique. La sous-évaluation a été corrigée. On n'est pas en phase de surévaluation. Moi, sur mes déciles de valorisation, je ne suis pas en phase de surévaluation. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrête là pour ce soir et pour cette semaine. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Florian Yelpo, Lombard-Odier IM étaient avec nous en plateau dans Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas fondamental, un business case comme on dit en mauvais français. Le cas du jour c'est le cas Steph et c'est Marc de Roal qui est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé et gérant chez Clartan Associés et donc on parle de cette small cap française, on va le dire comme ça. Ah oui, Steph, exactement. Oui. Dans le domaine du transport, alors effectivement, je disais en introduction de l'émission tout à l'heure, les camions frigorifiques, mais on appelle ça le transport sous température contrôlée. C'est ça le métier historique de Steph. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'ailleurs de l'historique de l'entreprise pour comprendre ce qu'elle est aujourd'hui et son périmètre d'activité, Marc? Alors, Steph, en 2020, a fêté son centenaire. Mais en fait, la véritable histoire de la société, ça a commencé d'abord, c'était une filiale de la SNCF qui avait des wagons frigorifiés. Donc, ils l'ont vendu en 1987. Ça a été acheté par les financières de l'Atlantique. Et parallèlement, s'était montée une autre société de transport frigorifique qui s'appelle TFE. Les deux sociétés ont fusionné en 1992 ou 13, et là commence vraiment la véritable histoire. Et en 1998, la société s'est introduite en bourse. Ouais. Quel est son périmètre d'activité aujourd'hui? Parce que je dis les camions frigorifiques, évidemment, c'est le cœur de l'activité, mais j'imagine qu'ils ont déployé des services, des solutions autour de la logistique, puisqu'on ne parle plus juste de transport aujourd'hui, on parle de solutions de transport et de logistique. Tout à fait. Alors, donc, leur métier, c'est le transport sous
température, donc il va de moins 25 degrés à plus 15, plus 20 degrés, bien sûr. Donc ils ont donc du transport, chaîne de froid, la logistique qui est très importante. À l'origine, d'ailleurs, le groupe Steph était un logisticien. Et maintenant, ils proposent aussi du conditionnement à tous leurs clients. Voilà. Donc c'était un marché, il faut bien comprendre que c'était un marché de niche et que Steph a réussi à prendre une première place en Europe, d'abord en France, où ils font encore 60-70% de leur chiffre d'affaires. Ils font un maillage de toute l'Europe. Et donc, c'est un marché de niche. Et petit à petit, ils ont racheté un certain nombre de leurs concurrents qui sont de taille beaucoup plus modeste. Et ils arrivent à en faire un véritable groupe européen. Et ils sont en train de reproduire au niveau européen dans 8 pays. Ils sont présents aujourd'hui. Là, ils viennent de racheter l'année dernière une société en Angleterre, de reproduire le modèle qu'ils ont bâti en France. Et donc, il y a une stratégie de croissance externe qui est au cœur de la stratégie du groupe pour asseoir sa position sur ces marchés. Croissance interne d'abord, parce qu'elle est très importante, et ils prennent des parts de marché, et aussi croissance externe petit à petit en France, et je vous le dis, dans tous les autres pays européens, donc dans 8 pays qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'environnement actuel dans lequel évolue Steph? Quel est le plan de marche de l'entreprise à ce stade, le plan de développement? Quelles sont leurs ambitions aujourd'hui? Alors, ils ont présenté un plan l'année dernière. Ils font aujourd'hui, là, ils viennent d'annoncer leur chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 qui est de 4 milliards 260. Et leur objectif, c'est d'être avant la fin de l'exercice 2026 à un chiffre d'affaires de 5 milliards. Mon opinion est qu'ils l'atteindront probablement avant. Voilà. Donc, quels sont les défis? Ils sont d'abord dans tout ce qui est, on va dire, l'empreinte carbone, parce que bien sûr, ce sont des transporteurs. Donc, ils font beaucoup d'innovations. Voilà, ils réfléchissent beaucoup aux camions à hydrogène, etc. Ils essaient de réduire l'empreinte carbone de leurs camions. Et aussi, il faut bien comprendre que à travers leurs entrepôts, leurs centres logistiques, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est consommée, de froid. Voilà. Donc, voilà, ils réfléchissent aussi beaucoup à ça, mettre des panneaux solaires, voilà. Donc ils ont tout un plan très ambitieux pour décarboner au fur et à mesure leur activité. Oui, j'allais dire dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il dit sur le surcoût énergétique du moment, sur la question également des pénuries sur le marché du travail et peut-être du côté des conducteurs ou des chauffeurs. Quels sont leurs sujets du moment et est-ce qu'ils arrivent justement à répondre à ces enjeux assez immédiats là? Alors, traditionnellement, Steph a signé avec tous ses clients des clauses où ils indexent complètement le prix de l'essence, enfin du diesel pour les camions. Voilà. En revanche, s'est posée cette année la question du hausse du coût de l'énergie, de l'électricité. Donc, ils en ont fait part lors des résultats semestriels, en disant que peut-être leur marge baisserait un petit peu momentanément, mais ils se font fort d'essayer de renégocier avec leurs clients pour essayer d'indexer ces coûts de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'à court terme, c'est une préoccupation, mais je pense que l'entreprise est capable de surmonter ce problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs de l'époque, on va dire, actuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intensité concurrentielle autour de Steph, justement, dans ces marchés européens? Je vais vous poser une question sur l'emploi aussi. Oui, l'emploi. C'est vrai que c'est assez difficile. Le marché de l'emploi est tendu, mais depuis de nombreuses années. Ouais. Donc, eux, ils ont créé une école pour former des chauffeurs. Voilà. Donc, c'est très important. Et il y a vraiment un esprit social très important dans ce type, parce qu'on reviendra tout à l'heure dans cette société. C'est-à-dire qu'il y a... le capital est détenu à 72,5% par la famille fondatrice, la famille Lemort du président, par les cadres, et 17% du capital est détenu par les salariés. Donc, les salariés sont très impliqués. Et donc... ils restent très longtemps et donc ils sont en train de former des chauffeurs depuis plusieurs années pour répondre à cette pénurie de chauffeurs routiers en Europe. Sur l'intensité concurrentielle qu'ils peuvent rencontrer sur leur... Alors, l'intensité concurrentielle, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment leaders dans leur secteur. Alors, bien entendu, si on prend l'ensemble du secteur routier, ils ne sont pas très importants. Mais dans leur secteur de transport sous chaîne de froid, ils sont vraiment créé un leadership.
il n'y a pas vraiment de concurrents cotés aujourd'hui à cet égard. Et donc, comme je vous dis, comme c'est un marché de niche, voilà, petit à petit, ils essayent de reprendre les concurrents. Et ils ont la possibilité d'offrir cette logistique, en plus, qui est très importante, et maintenant le conditionnement. Donc, c'est un service complet. Et vous savez que dans la restauration, c'est très important d'avoir la traçabilité, d'avoir la livraison à une bonne heure. Et donc, ce qui est problème, c'est les derniers kilomètres avec les changements de RHD, etc., de restauration à domicile. Donc, le groupe est très bien équipé pour répondre à cette demande de ses clients. Il est en perpétuelle connexion avec eux. Il essaie d'anticiper leurs besoins. Voilà. Un grand groupe peut se permettre ce qu'une petite entreprise ne peut pas se permettre parce que les barrières à l'entrée, finalement, ne sont pas énormes dans ce métier. Non. Elles sont assez et donc, faibles. c'est la relation. C'est la relation et le fait de l'importance qu'ils ont et du service global qu'ils peuvent offrir aux clients. Donc, c'est ça l'avantage concurrentiel qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et parce que les marges ne sont pas énormes, bien entendu, c'est par les prix que l'on veut faire. Donc, voilà, ils ont une marge d'exploitation qui est autour de 4%, si vous voulez. Ils sont entre 2,5 et 3% en résultat net. Mais, donc voilà, c'est à travers ce service qu'ils peuvent gagner des parts de marché. Voilà. Si on parle de l'action, Steph, combien ça se traite? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation et de la manière dont le marché valorise Steph? À quel type de valeur on a affaire? Est-ce que c'est cyclique, très cyclique? Est-ce qu'ils arrivent à quand même lisser les effets du cycle sur leur activité? C'est une petite capitalisation, puisque la capitalisation globale doit faire 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et il y a à peu près 24% de flottants. Donc, vous voyez, ça fait 300 millions, 330 millions. Donc, c'est quand même un marché assez restreint. Donc, certains grands fonds ne peuvent pas l'acquérir. Quoique Fidelity a déclaré en 2022 qu'il avait dépassé les 5% du capital. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça peut intéresser des grands fonds aussi. Donc, le marché... alors, le titre est vraiment dépendant, on va dire, du marché des aliments en France. Quoi, voilà. Donc, il y a une croissance assez faible. Un peu dépendant aussi du transport mais comme je vous l'ai dit, ils sont indexés pour le coût de l'essence, de l'énergie, du diesel. Exactement. Donc c'est un titre qui, voilà, depuis sa création, c'est vraiment un titre très intéressant parce qu'il est intéressant en 98. Donc le titre a plus que doublé. Depuis 10 ans, il a plus que doublé. Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas et qu'aujourd'hui, le cours est autour d'entre 98 et 100 euros. Et il n'a pas réatteint son plus haut qui était en 2018 de 121 euros. Voilà. Mais disons que c'est vraiment un titre qui s'achète sur le long terme. Et donc, c'est une société qui est très bien dirigée. Il y a vraiment un souci de l'actionnariat. Et donc, voilà, c'est un dossier qui doit être gardé sur le long terme dans les portefeuilles. Oui, j'entends. Et notre cas d'ailleurs. Et alors voilà, et concrètement, c'est une position chez Clartan qui existe depuis longtemps dans les portefeuilles. Écoutez, on l'a initié dans les années 2014-2015. D'accord. Alors, nous gérons essentiellement de façon collective. Donc, dans notre principal compartiment qui fait près de 500 millions, c'est difficile d'en avoir compte tenu de la liquidité et des règles de liquidité auxquelles nous sommes contraints aujourd'hui. En revanche, dans 3 autres compartiments, donc sur 5, nous en avons une position entre 1 et 2%. Et ces positions sont là, je vais vous dire, alors, elles oscillent un petit peu au gré du temps, mais elles représentent entre 1 et 2% du total du portefeuille. Voilà, de chacun de ces compartiments. Voilà. Merci. Et ça fait donc 8 ans que nous avons en portefeuille. Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous présenter le cas, le business case de Steph, donc le leader du transport sous température contrôlée dans plusieurs pays d'Europe et en France notamment. Marc Deroual, associé et gérant chez Clartan, qui était l'invité de notre quart d'heure thématique. Les équipes de Clartan qu'on retrouve une fois par mois le vendredi à 17h45 pour cet exercice d'analyse fondamentale. Voilà pour cette émission et pour cette semaine boursière qui se termine donc pour nous en tout cas. Les marchés américains sont encore ouverts bien sûr jusqu'à 22h. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 pour Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.